Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à tous et à toutes. Ici Jocelyne Adrian-Meptoul, depuis l'ONU à New York, qui célèbre cette année les 30 ans de la Conférence mondiale des femmes de Pékin, en 1995, qui a constitué une étape historique dans l'évolution des droits des femmes au niveau international. En effet, les 189 pays rassemblés à Beijing ont unanimement promis de, je cite, « faire progresser ces objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes dans le monde entier ». À l'occasion de ces 30e anniversaire, Femmes du Monde et réciproquement a choisi de réaliser sur place, au siège des Nations Unies, une série spéciale de 6 interviews portraits de femmes engagées des 5 continents, avec le soutien spécifique de la Fondation Raja Daniel Markovici. Aujourd'hui, nous accueillons l'Indienne Aishka Najib, qui est membre de Fridays for Future, MAPA, Most Affected People in Areas, les personnes les plus touchées dans les régions. Bonjour, chère Aishka. Bonjour à tous, je m'appelle Aishka Najib, je suis militante pour la justice climatique. Je vis aux Émirats Arabes Unis et je travaille sur l'intersection du genre et du climat. Car nous savons tous et toutes que le problème climatique n'est pas un problème neutre du point de vue du genre. Je travaille avec l'ONU Femmes et la campagne Génération Égalité en tant que leader des jeunes de la coalition d'action sur l'action féministe pour la justice climatique. Et dans mon pays, je fais partie du Fonds de justice climatique pour les jeunes qui gère la région ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Je suis originaire d'Inde, mais je vis aujourd'hui à Dubaï où j'ai été élevée. Vous n'étiez pas à Pékin en 1995, car vous étiez trop jeune à l'époque, non? Enfin, vous n'étiez même pas né, je crois. Quel âge avez-vous? 22 ans. Dites-nous ce que vous connaissez de ce sujet et ce que cela représente pour vous et votre engagement envers les droits des femmes. Merci beaucoup pour cette question. Bien sûr, je n'étais pas née en 1995, mais j'ai entendu toutes les histoires de mon mouvement féministe et des collectifs dont je suis issue. Et ce que je sais, c'est que le mouvement de Pékin est un mouvement très emblématique parce qu'il y a eu tellement d'autres conférences qui ont conduit à la déclaration et au programme d'action de Pékin. Par exemple, il y a une conférence au Caire, une conférence à Vienne, qui ont mené à la déclaration de Pékin. Oui, c'est tout un processus, en effet. Et je pense que tout cela a donné le moment, a donné la force pour les États membres, ainsi que pour les gens, d'être plus ambitieux dans ce qu'ils rêvent et dans ce qu'ils voient de l'avenir du monde que nous pouvons créer ensemble. Et je pense que dans le processus Pékin, nous avons eu une force très importante de la société civile dans le forum des ONG. Des ONG a été installées à l'extérieur de la Convention Pékin, où les négociations se déroulaient. Et j'ai entendu des histoires de la façon dont beaucoup de nos alliés qui étaient dans la salle de négociation, il pleuvait énormément à Pékin, devaient courir au centre de négociation jusqu'au forum des ONG pour donner des informations. Que se passe-t-il dans la salle? De quoi discutent-ils? Et les ONG donnaient des conseils avisés. Vous devez retourner dans la salle et leur dire ça. J'ai eu effectivement plusieurs témoins des femmes qui y étaient et qui disaient qu'il y avait ces allers-retours. Et je sais qu'ils faisaient un lien entre des sujets différents comme la pauvreté, les droits de la terre, les réformes des impôts, les architectures financières, etc. Ils ont rassemblé ces différents sujets et les ont liés à l'agenda de l'égalité des genres. Et bien sûr, quand la déclaration de Pékin a été adoptée, elle a souligné 12 domaines critiques sur lesquels travailler. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'intersectionnalité. Partout où nous allons, nous parlons d'intersectionnalité, mais d'où cela vient-il au juste? Et en 1995, nous avions déjà ces conversations sur l'intersectionnalité. Peut-être pas en utilisant ce mot, mais c'est ce que nous faisions. Et je travaille spécifiquement sur le lien entre genre et climat, et un des 12 domaines critiques concerne les femmes et l'environnement. Et donc le résultat de cette décision est très important pour moi. Oui. Ça, c'est un point important de parler d'intersectionnalité comme, effectivement, le croisement de plusieurs discriminations ou de plusieurs problèmes qui font une troisième voie, en quelque sorte. Donc, le genre et le climat, en effet, c'est quelque chose de spécifique et à l'intersection des deux. Et j'ai le sentiment que les espaces dont je dispose aujourd'hui, les opportunités qui s'offrent à moi, sont le fruit des graines que les féministes ont semées en 1995. Et je reçois les bénéfices de ce qu'elles ont semé.
Donc je suis très reconnaissante des personnes qui se sont organisées avant moi. Et j'essaie de prendre cette énergie, prendre ce pouvoir et de venir façonner le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des 12 priorités ? Est-ce que c'est toujours valide aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont toujours des priorités aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être supprimé parce que les objectifs ont été atteints ? Ou est-ce qu'il y a des éléments manquants qui doivent être aujourd'hui ajoutés ? Évidemment, le numérique, l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais pouvoir dire que ce n'est plus pertinent aujourd'hui, mais ce n'est pas la réalité. Malheureusement, notre monde fait toujours face à de nombreux reculs, de nombreuses résistances, à des mouvements anti-droit en plein essor, des gouvernements de droite et de nombreuses réductions des espaces civiques et de la démocratie. C'est pourquoi je dirais que, même si cela a été accepté en 1995, la déclaration de Pékin est toujours futuriste, parce que nous n'avons pas atteint ces 12 priorités. En fait, certains de ces domaines se sont aggravés, par exemple en termes de changement climatique. Le changement climatique est bien pire que ce qu'il était en 1995. Et c'est aussi le cas de tant d'autres problèmes. Oui, en effet, oui. Donc, vous ne changeriez rien ? Je ne changerai rien. Si je pouvais ajouter quelque chose, l'un d'entre eux serait l'engagement des jeunes et surtout des jeunes féministes. Les 12 domaines critiques, pour la première fois, reconnaissent les filles, les enfants et les adolescents. Mais les jeunes femmes et les jeunes féministes sont aussi une partie clé de la lutte. Et nous apportons notre expérience, nos connaissances, nos solutions et nos innovations. C'est donc important de faire de l'espace pour que les jeunes dirigent. C'est une chose que je voudrais ajouter. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est la technologie. Nous vivons dans une époque de croissance où la technologie change à chaque seconde que nous parlons. Et le problème, c'est que ces technologies ne sont pas tenues pour responsables. Parce qu'il y a tellement de violences de genre facilitées par la technologie, de harcèlement en ligne, des problèmes de confidentialité des données et d'autres problèmes que l'on peut observer. Et c'est une crise d'aujourd'hui. Et autre chose que je voudrais ajouter, c'est la propagation de la désinformation. Je crois que c'était l'année dernière que le Forum économique mondial a souligné qu'une des plus grandes crises à court terme de l'époque est celle de la désinformation. Alors je dirais peut-être que c'est à ajouter dans la partie journalistique des 12 domaines critiques qu'il faut parler de ce à quoi ressemble l'accès à l'information et comment nous pouvons combattre les problèmes de la désinformation. Bien écoutez, vous parlez très bien de Beijing, comme si vous y étiez. Mais oui, nous constatons évidemment des progrès, mais il y a beaucoup à faire pour progresser vraiment dans la réalité, dans la vraie vie. Et à votre avis, de jeunes féministes très avertis, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour atteindre l'égalité des genres au cours des 30 prochaines années qui vous concernent directement ? C'est une grande question, car c'est un grand défi. Mais j'ai quelques idées en tête. La première chose, c'est de comprendre que la transformation, le changement, est toujours lié au mouvement. Il n'est pas lié aux pages de la déclaration qui se trouvent dans l'archive de l'ONU. C'est pour les gens. Il est donc important d'assurer qu'il y ait des lieux pour que les gens s'engagent, qu'ils soient en position de leadership, notamment les jeunes féministes, les jeunes femmes et les jeunes filles, et aussi d'assurer que nous investissons en elles. Parce qu'il y a un grand défi de manque de financement et de ressources que nous rencontrons, et cela affecte notre travail et notre capacité à soutenir tous les projets et programmes que nous menons sur le terrain. Donc je dirais qu'il faut s'attaquer au financement et à la mobilisation des ressources. Et la deuxième chose que je dirais, c'est qu'il nous faut restructurer ou réformer nos systèmes pour s'assurer que le pouvoir n'est pas concentré entre les mains de quelques-uns, mais qu'il est partagé en fonction de la diversité de la population. Parce que c'est seulement si nous partageons le pouvoir et que nous donnons accès à ces espaces que nous pouvons nous assurer que les gens apportent des solutions locales que nous pourrons mettre en place à plus grande échelle. Donc, je dirais que ce sont 2 points importants que nous devons atteindre immédiatement, et c'est faisable. Nous pouvons obtenir de l'argent si nous nous mobilisons autour de ce sujet, nous pouvons partager le pouvoir s'il y a de la volonté politique. Bien, merci. Dans votre pays ou dans votre région, je parle de la région du continent asiatique, quels sont les éléments géopolitiques clés concernant les droits des femmes et quelles sont les avancées et les défauts concernant les droits des femmes ? Il y a beaucoup d'enjeux sur le continent asiatique. Le premier, c'est que particulièrement en Asie du Sud-Ouest, nous voyons des conflits et des guerres très très lourdes. C'est incroyablement triste de constater qu'il y a un nombre très important, qui a même dépassé le seuil, de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays.
En plus, notre région est également en première ligne de la crise climatique. Nous sommes l'une des régions les plus impactées. Et donc, non seulement nous avons des réfugiés, des guerres et des conflits, mais nous avons aussi des réfugiés du changement climatique. Surtout dans mon pays, en Inde, nous sommes touchés par des inondations très très fortes, très très intenses, chaque année. Nous avons des super typhons. Et les dégâts qu'ils causent, des pertes et dégâts qui affectent les gens, les terres. Et notre culture est également emportée dans ces inondations. Un point aussi qui explique sans aucun doute votre engagement aussi sur le climat. C'est donc important de parler de la crise climatique et de l'intersection avec le genre aussi. Parce que lorsque ces crises se produisent, c'est les femmes et les filles qui sont les plus touchées. Elles sont en première ligne de tout ça. Elles absorbent le poids de ces catastrophes. Mais il y a toujours une lueur d'espoir, parce que non seulement elles sont les plus touchées, mais elles sont celles qui guident le changement. Elles sont celles qui s'organisent, se mobilisent et sont capables de réimaginer un monde meilleur pour tout le monde. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'investissement des femmes et des filles et dans leurs solutions. Parce qu'elles connaissent, elles ont vécu la réalité, elles ont les expériences. Et vous savez, nous disons toujours cette citation. Rien à propos de nous sans nous. Et je pense que c'est important parce que comment pouvez-vous construire des politiques qui sont supposées affecter plus de la moitié de la population mondiale sans les avoir dans ces salles de prise de décision? Parce que pour qui sont faites ces politiques en fin de compte? Nous sommes celles qui devront vivre avec les héritages de ces politiques. Donc c'est important pour nous d'être très fortes et de se faire entendre pour faire avancer ces espaces de décision et en ouvrir les portes pour les jeunes femmes et les jeunes filles aussi. Et enfin, ce que je veux partager, c'est que, vous savez, en 1995, je pense que ce qui a aussi conduit à l'adoption du programme d'action de la déclaration de Pékin, et cette année à l'adoption de la déclaration politique Beijing plus 30, est le pouvoir de la société civile de s'unir face à l'adversité, de mobiliser et guider face à l'inaction, et tenir pour responsables les personnes au pouvoir. Parce que nous n'allons pas abandonner. Ce n'est pas un monde où nous avons le privilège d'abandonner. C'est un monde où nous avons le privilège de nous lever et de nous battre. Merci Aïchka. Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire en conclusion sur ce même thème des femmes qui se lèvent dans le monde et sur la force des femmes engagées de tous les continents? Je dirais la phrase qui a été prononcée en 1995, qui est que les droits des femmes sont des droits humains. Et je pense que cela reste vrai même aujourd'hui. Et une autre chose que je veux dire, c'est que les droits des femmes ne devraient pas être une pensée secondaire. Ils ne devraient pas être quelque chose qui vient en note de bas de page de la décision. Ils devraient être le centre de toutes les politiques que nous créons. Absolument. Merci beaucoup, chère Aïchka. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueillie. C'était vraiment un honneur. C'était un plaisir, Aïchka. Et je dois vous faire part de mon admiration depuis mon âge de vieille génération à vous qui êtes toute jeune, parce que vous avez un dynamisme et une vision du monde qui vous fait honneur, et à toutes les féministes. Merci. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Ce podcast a été réalisé depuis les Nations Unies à New York. Merci à notre partenaire exclusif, la Fondation Raja Daniel Markovici. Merci à toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.